Y a-t-il des limites à la liberté d'expression? Peut-on tout dire et doit-on tout dire? Bienvenue dans le club des hommes en noir. Très heureux de vous retrouver pour cette émission de débat sans langue de bois et sans langue de buis, du moins j'espère. Vous l'aurez compris, nous parlerons aujourd'hui de la liberté d'expression que beaucoup considèrent comme très menacée aujourd'hui et dont ils réclament sinon l'extension, du moins le respect. Pour s'exprimer sur ce sujet, je reçois l'abbé Guillaume de Tanoirne. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'accepter de prendre, On est toujours la parole ici. de réfléchir avec vous. À réfléchir, c'est un bien grand mot, mais je vous remercie. À côté de vous, Richard de Sèze, qui n'est pas abbé, d'ailleurs ça se voit, mais il a une belle veste noire. Oui, dress code. Bonjour Philippe. Alors en français, s'il vous plaît. Eh ben, je respecte le code de l'habillement Le du code club des hommes en noir. Le code vestimentaire. Ça a été dur, hein. Voilà. L'invasion anglo-saxonne colonise les esprits. Vous pouvez effectivement vous flageller publiquement. Nous recevons également, ou je reçois également l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, tout en noir. En effet. Tout en noir, mais avec le col romain qui signe votre état. Et puis à côté de vous, en gris, lui. Guillaume Anthracite. Guy Anthracite, oui, c'est beaucoup plus chic, effectivement. Je vais dire l'abbé. Oui, bien sûr. Guillaume de Thieulois. Cher Guillaume, bonjour. Bonjour Philippe et Merci, bonjour aux auditeurs. Également de votre présence. Alors vous êtes tous, tous les quatre. Je vous ai gardé depuis la dernière fois, mais vous êtes tous les quatre des hommes qui vous exprimez dans les journaux, dans les revues, à la télévision, à la radio. Donc vous êtes au premier chef concernés et pratiquants, j'allais dire, de la liberté d'expression. Vous êtes d'accord avec ça, avec cette présentation? Richard, aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs, on peut le rappeler, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie. Monsieur l'abbé, vous êtes directeur de la rédaction, rédacteur en chef, je ne sais plus. De Mondévy. De Mondévy, qui est un magazine qui paraît magazine mensuel, qui est à la fois catholique et français toujours. Français, voilà. Toujours ou pas toujours? Oh, toujours. Toujours. Guillaume, alors là, ça va peut-être être long si on... Oui, c'est peut-être pas indispensable de donner tous les titres. Tous les titres, mais donnez-en un qui montre un peu, qui rappelle un peu votre implication dans ce sujet. Écoutez, j'ai dirigé une revue qui s'appelle Le Nouveau Conservateur, un hebdomadaire qui s'appelle Les 4 Vérités, des sites internet, notamment le Salon Belge, et voilà, quelques autres. Voilà, donc là aussi, vous c'est avez... sur le Salon Belge qu'on trouve le texte traduit... De Vance. Alors, on n'est pas du tout les seuls à avoir publié. Non, il a pas mal circulé. Mais à propos de liberté d'expression, vous avez été poursuivi quand même pour ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Voilà, poursuivi en justice, pas poursuivi dans la rue par Jean-Marie Le Pen qui courait après vous en disant... Voilà, je suis pas rouquin. Ouais, vous n'êtes pas rouquin. Donc cette question de liberté d'expression, vous la connaissez bien. Et vous, monsieur l'abbé, vous écrivez des livres et vous avez un site internet. Ah oui, j'ai un site internet. Très moderne, vous, en fait. Oui, Res Nové. Res Nové. Justement. Res Nové, pour ceux qui n'entendent pas le latin aussi. Ça veut dire les choses nouvelles, mais les choses révolutionnaires nouvelles. Ah, et vous êtes un révolutionnaire. Non, je parle de choses, de faits révolutionnaires. Mais je ne demande pas mieux que de changer le titre de mon site, ce qui viendra un jour, certainement. D'accord, c'est un appel, il y a... Et alors, quand vous dites les choses révolutionnaires... Non, je parle de la révolution essentiellement dans l'Église. Dans l'Église, c'est ça, que ceux qui vous entendent comprennent bien. Il s'agit de réflexion, d'information religieuse. Religieuse, et particulièrement donc sur ce qui se passe à Rome. Oui. Et dans une perspective... qu'on nous qualifiait autrefois, et encore il y a quelques années, de restaurationniste. Oui, ça non, vous va ce terme? Non, pas tout à fait, parce que le restaurationnisme, on l'a appliqué depuis 1985 à ce dont je parlais dans une précédente émission, à savoir l'hermétique de réforme de la continuité. J'irai plus loin, disons, dans mon restaurationnisme. Il s'agirait plutôt, ce serait méchant ou pas méchant, j'en sais rien, on parlerait plutôt d'intégralisme. Oui, alors c'est une ancienne notion. C'est une ancienne notion. On va s'arrêter là, parce que là, effectivement, c'est un autre débat. Revenons à la liberté d'expression. Question vraiment très, très, très basique, si je puis dire. Est-elle menacée aujourd'hui en France ?
ou pas? C'est d'être menacé, là, il n'y en a plus, donc c'est pas compliqué. Ah oui, d'accord, il n'y a plus de liberté d'expression. Ce qu'on est en train de faire librement, tranquillement, devant une caméra, diffusée sur les canaux habituels. En fait, Donc oui, mais ça va permettre de poser justement... Pour que les choses soient claires, il n'est pas possible d'appliquer la loi complètement. C'est pas possible. Et la loi a été pensée pour ne pas être applicable. Donc il y a une espèce d'épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête de toute personne qui parle, qui est que nous sommes tous passibles de la loi Pleven et compagnie qui va derrière. Alors la loi Pleven, ça remonte quand même loin. Ça remonte à 72, et en fait, alors je ne sais pas du tout si Pleven avait ça en tête, mais le principe, c'est que dès l'instant que vous définissez quelque chose, vous discriminez, or la discrimination est pénalement poursuivable. Et donc, ça veut dire que si je dis que Richard de Sèze est blanc, théoriquement, il peut me poursuivre en justice. Je n'en ferai rien. C'est très aimable. Voilà, rassurez. Mais c'est uniquement au nom de la liberté d'expression. Non, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que nous pouvons effectivement nous exprimer tant qu'on ne décide pas quelque part que ce que nous avons dit est déplaît à quelqu'un. Déplaît et punissable, etc. Pardonnez-moi. Mais c'est une question de débat. Quand j'entends dire que la liberté d'expression n'existe plus en France, c'est un peu comme quand Richard Millet nous explique qu'il n'y a plus de littérature française, quoi. Bon, visiblement, soit il ne lit pas tout, soit il ne lit plus rien. Il y a une grande richesse, en fait. Il a un petit côté polémiste, en fait. Voilà, il y a un nombre incroyable de gens qui s'expriment en France et qui ne sont pas encore judiciarisés. En revanche, Guillaume de Thiolot a raison. Il y a de plus en plus d'occasions de se faire judiciariser. C'est-à-dire, voilà, on peut... là, par exemple, Radio Courtoisie vient de gagner un procès au bout de 2 ans contre une association où, comme on avait dit que les salles de shoot mettaient en péril les gens qui habitent à côté des salles de shoot, une association nous avait attaqué en justice. De contraire, n'importe qui peut accuser n'importe qui d'avoir été haineux, avec en plus des concepts comme la haine, donc voilà, on ne sait pas ce que ça veut dire. On voit bien qu'il y a un mouvement législatif où on est prêt à criminaliser ceux qui... se contentent de mettre en doute le fait que l'avortement soit la meilleure des solutions possibles, sous le meilleur des ciels possibles. Voilà. Donc, bien sûr, il y a un dogme qui essaie de s'installer de la façon la plus forte. Mais il y a des dizaines de sites, des centaines de titres, il y a des millions de gens qui s'expriment librement et qui ne sont pas judiciarisés. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'épée de Damoclès qui pend oui, au-dessus de nos têtes? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si le gouvernement et les idiots utiles que sont les associations humanistes veulent attaquer tout le monde, elles le peuvent. Et avec en plus une justice qui serait capable d'admettre la recevabilité de toutes les plaintes. Et qui, dans la plupart des cas, et dans ce cas-là, les admet. Oui. Ce que les tribunaux classent sans suite, c'est plutôt les attaques aux personnes et aux biens. C'est pas les discours de haine. Les discours de haine, eux, sont réchauffés régulièrement. Monsieur Levet-Tanoir, vous vouliez... je vais peut-être oui. vous choquer mais je crois que les discours de haine doivent être poursuivis. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle un discours de haine? Et le problème est en deçà. Que la loi Guesso, par exemple, représente une sorte de monopole du discours de haine, ou de ce qu'on appelle en France le discours de haine, montre bien son insuffisance. Il faudrait l'étendre. Il faudrait l'étendre à d'autres occasions de discours de haine que ceux dont il est question. La supprimer, parce qu'avant ça, il y avait une loi sur la liberté de la presse qui disait justement les attaques aux personnes sont interdites. Et c'était très bien. Enfin, évidemment, tout le monde considère comme inadmissible d'attaquer bassement les gens. Alors pardon, mais je vous interromps là. Vous avez fait référence à la loi Guesso. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce que disait cette loi? Je me tourne vers vous, Guillaume. En gros, l'idée de la loi Guesso, c'est de dire que toute contestation des attendus du tribunal de Nuremberg en 1945 sont une contestation de génocide et donc sont passibles des tribunaux. Non, mais ça concerne juste le tribunal de Nuremberg. Le tribunal de Nuremberg. C'est pour ça que c'est trop étroit. Et sachant qu'on sait très bien que le tribunal de Nuremberg a été partiellement stalinien et qu'un certain nombre de crimes dits nazis étaient en fait bolcheviques même. Voilà. Et que M. Guesso lui-même n'était pas tout à M. fait Guesso sans lien avec les staliniens. Oui. Absolument. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau et ça change tout.
Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Monsieur l'abbé, vous vouliez... Il y a deux domaines de problème. Celui, en effet, fondamental de la liberté et qu'on ne peut en effet pas tout dire, qu'il faut réprimer les discours de haine, réprimer le mal d'une manière générale. Mais ça, c'est la liberté en soi. Ça va être vivre en société, c'est accepter voilà, des voilà. limites. Ça, c'est le principe de libertas praestantissimum de Léon XIII. Qu'est-ce que la liberté, la vraie liberté? Libertas, répétez. Praestantissimum de Léon XIII. C'est une encyclique C'est de une Léon XIII. encyclique sur la liberté, la vraie liberté. On en parlera, j'imagine, puisqu'on va parler de la liberté. Et d'autre on part, parlera de tout ce que vous voulez. pardon. Vous avez d'autre pleine part, liberté. On n'y parle pas. Le fait que nous sommes dans un système globalement révolutionnaire, dont la question de la liberté est un des aspects seulement, où on peut parler, en effet, et on parle beaucoup, jusqu'à un certain point. Quand on est jugé, quand on juge, qui juge, j'en sais rien, qu'on met en danger le système en question, alors là, on vous tombe dessus. C'est-à-dire quand on est contre la République ou contre la démocratie. Contre la République, contre la démocratie moderne, contre, on va dire, le système, pour dire les choses globalement. Il y a de nombreux exemples de l'histoire, ne serait-ce que pour les élections, par exemple. On va permettre des élections libres, bien sûr, jusqu'au moment où les élections sous le directoire s'avèrent donner une majorité royaliste. On termine les coups d'État. C'est pas pensable. On va permettre à une association, à une radio, à un journal de dire des choses jusqu'au moment où on va estimer qu'elles mettent en danger les principes mêmes sur lesquels repose la société. C'est ce qui s'est passé récemment, peut-être en Roumanie. Je ne sais pas si on peut. Alors oui, mais là, un degré moindre, c'est celui, en effet. Alors là, on tombe dans le cadre dressé par Vance sur la liberté en Europe, dans une Europe démocratique. Donc Vance, c'est le vice-président des États-Unis, et nous faisons allusion au discours qu'il a prononcé à la réunion de Munich sur la sécurité européenne. Il a défendu les gens qui, aux États-Unis, priaient à 200 mètres d'un avortoir. C'est très, très courageux, là. Il faut reconnaître que ce qui se fait aussi en France. L'exemple qu'il a pris est très difficile à manier, parce que l'avortement est aujourd'hui une loi et on doit faire respecter les lois. Oui, mais là aussi, dans l'exemple qu'il prend, c'est quelqu'un qui prie silencieusement et qui n'empêche pas en souvenir de l'enfant que sa compagne et lui ont décidé d'avorter. Et donc le simple fait d'avoir une prière silencieuse a paru aux forces de l'ordre être attentatoire. Et donc c'est exactement ce qui se passait d'ailleurs avec les veilleurs au moment de la loi, qui priaient silencieusement devant le ministère de la Justice où trônait Taubira, et que les flics arrêtaient sous des prétextes évidemment fallacieux et illégaux, puisqu'on les accusait de manifester alors qu'ils étaient immobiles et isolés. Voilà. Et donc il y a bien effectivement un problème de liberté d'expression, et effectivement en Roumanie, puisque le peuple vote mal, changeons de peuple, et Thierry Breton qui explique, et d'ailleurs Vance y faisait allusion, et si jamais le peuple allemand vote mal, eh bien là aussi on fera en sorte qu'il vote mieux. Aujourd'hui il nie avoir dit cela. Oui, enfin il l'a écrit. Dans la dernière émission. Vous parlez de Thierry Breton, je l'ai là. vu, oui. Mais alors revenons au fond du problème, quand même. Le fond du problème, c'est que on est très énervé quand on est à droite de ne pas pouvoir dire tout ce qu'on a envie de dire, quand on voit ce que la gauche se permet de dire, quand Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon disent ce qu'ils disent. Autrement dit, quand Jean-Luc Mélenchon fait la promotion du grand remplacement à la place de cet écrivain maudit. Renaud Camus. Quand Renaud Camus en parle, il se retrouve dans les tribunaux. Quand Jean-Luc Mélenchon dit exactement la même chose, on applaudit les cas de fer. Oui, enfin quand même, le Mélenchon n'est pas très très bien vu non plus des je médias. Je parle juste de la judiciarisation de la chose. Donc voilà, donc on est très énervé. Mais le vrai problème, c'est surtout effectivement, dans quelle mesure la liberté d'expression absolue est-elle bonne ?
Si on prend les vieux maîtres dont Barbé d'Aurevilly, dans Les prophètes du passé, dresse le portrait, en fait, qui vient d'être édité, par la 11e heure. Par la 11e heure. Il y a des penseurs réactionnaires et traditionnalistes qui ne sont pas du tout pour la liberté d'expression absolue, parce qu'effectivement, c'est aussi permettre à n'importe quel crétin, fou et pervers... Mais qu'est-ce qui détermine le crétin, le fou, Pour moi, il y a une régulation qui est en quand tant même que catholique, fondamentale. on voit bien à peu près qui peut déterminer quel est le bien. Quoi. Il y a une régulation qui est simple, c'est la vérité. Si c'est vrai, ça devrait pouvoir être visible dans Oui, mais l'espace qu'est-ce public. que... Pardon de faire Pilate, mais qu'est-ce que la vérité ? On est dans un monde Alors ça, c'est très pluriel. simple, on va vous l'expliquer en 2 minutes. Voilà. Non, mais on est dans un monde pluriel, fragmenté, démocratique, etc., Non, mais vous savez, par exemple, qui est fondé sur la non-vérité. Juste un exemple. Guillaume Dans la Dufleur. loi de 1881 sur la liberté de la presse, la diffamation connaît une exception qui est l'exception de vérité. C'est-à-dire que si je dis qu'un tel est une crapule et que je peux démontrer que c'est une crapule, je ne suis pas normalement poursuivable. Aujourd'hui, l'exception de vérité a sauté. C'est-à-dire que la jurisprudence ne considère plus que ça soit justifié. Donc vous pouvez arriver à un procès en diffamation, vous dites attendez, j'ai les preuves, et on s'en fout. Je dis vous vous en foutez, c'est quoi le sens du débat public dans ces cas-là ? On s'en fout. Et donc, pour moi, je ne dis pas du tout que ça soit si facile que ça de définir la vérité. Je dis simplement qu'il y a des vérités qui sont facilement prouvables, enfin pas forcément facilement, mais qui sont prouvables. Et bien ces vérités-là ne sont plus reçues comme régulation du débat public. et du débat public. Oui, vous avez raison, mais enfin, Monsieur il Labébart. faut faire respecter dans la loi, comme on voulait faire respecter le mariage républicain. Vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez, nous défendons la liberté un peu comme les ultras sous la Restauration et en 1830, enfin sous Louis-Philippe, défendaient la liberté. Ils avaient raison, bien sûr. Il n'empêche que il n'aurait pas pu tenir le même discours, il n'aurait pas dû même, légitimement tenir le même discours avant la Révolution, dans la mesure où l'État était en droit de dire ce qu'on pouvait dire et ce qu'on ne pouvait pas dire, et où une vraie liberté... On ne peut pas imaginer un régime anti-révolutionnaire aujourd'hui. Non, on ne peut pas imaginer. Donc, mais nous sommes dans ce monde nouveau où, alors, en effet, nous sommes tenus, nous avons à défendre la liberté, mais en fait, il faut quand même toujours rectifier un petit peu le tir et dire nous le faisons, d'accord, nous défendons la liberté, mais nous le faisons dans la liberté d'expression, mais nous le faisons dans ce monde nouveau, dans cette situation nouvelle. Toutes choses égales par ailleurs, comme dans l'Église, on va défendre qu'on n'est pas obligé d'obéir au pape tout le temps, de ne pas croire ce qu'il dit tout le temps, parce que nous sommes dans un... Mais c'est absolument vrai, ça. Un monde nouveau. Ah, pas du tout. C'est pas seulement vrai dans le monde nouveau. Oui, enfin, quand le pape parle de doctrine, ce serait dans le monde véritable, ecclésial, on ne pourrait pas le faire. Bon, laissons-le faire, on va se disputer sur l'Église. Oui, Boniface VIII, par exemple, on a fait un peu trop, et quand il s'est pris un coup de Guillaume de Nogaret, des gens comme moi pensent que c'était pas si mal. N'a jamais fait trop du point de vue doctrinal. Il a fait après. Et sur ce sujet, on peut renvoyer au livre de Guillaume, puisque... Pour moi, c'est justement une question de prudence politique. C'est que Boniface VIII a été attaqué, à mon avis, à juste titre, par le roi, parce que, du point de vue de la prudence politique, il avait été trop loin dans l'application de ces principes qui, eux, étaient justifiés. On ne peut pas dire le contraire. Et qui restent d'ailleurs dans le magistère, enfin, l'autorité. Denzinger contient toujours Unam Sanctam, quoi. Donc c'est pour ça que la liberté est quelque chose qui est autre dans les choses autres, profondément analogique. Donc si je comprends bien, il faut défendre la liberté d'expression aujourd'hui, parce que nous sommes dans un cadre que vous qualifiez de nouveau, et si j'interprète votre pensée, de révolutionnaire, quoi, globalement, et face à ça, il faut qu'on puisse exprimer la vérité pour... Et puis surtout... mais dans un autre cadre qui serait... Pardon, je finis, mais dans un autre cadre qui serait plus... qui serait catholique. On défendrait aussi la liberté, mais la vraie liberté. On défend toujours la vraie liberté, mais il faut expliquer pourquoi. Oui, mais enfin, on limiterait très clairement la liberté d'expression. La liberté dans la société d'aujourd'hui est insuffisamment donnée. Parce qu'elle est finalement... réduite à l'usage de ceux qui font allégeance au système.
Et donc vous défendez la liberté d'expression Je défends sans une liberté limite. d'expression plus large, plus large, mais pas sans limite. mais pas sans limite. Ça, c'est intéressant, La vraie effectivement. liberté. Parce qu'en en face de Il vous, n'y a pas de liberté sans limite. Oui, sauf que nous sommes obligés aujourd'hui de nous auto-réguler. Qui peut nous dire que... qui peut dire qu'il exprime exactement ce qu'il pense, c'est ça? Quel magistère, quel prince pourrait réguler les choses? La vie sociale est toujours dans cette autorégulation. Jusqu'à un certain Qui est point. prince ou pas prince. Jusqu'à un certain point. Il y a tout de même... Sinon, que veut dire l'autorité légitime, quelle qu'elle soit, du point de vue civil et du point de vue religieux? Elle est faite pour dire ce qu'est le bien et pour punir les méchants. C'est Saint Paul qui le dit. Pour punir les méchants et pour récompenser les bons. Donc c'est ça le bien commun. Et c'est parce que ce bien commun n'est plus exercé, n'existe plus, que nous sommes obligés de nous auto-réguler à ce point-là. Je veux dire, à titre individuel Oui. ou... De même que dans l'Église, quand on défend, par exemple, pardonnez-moi toujours de revenir à l'analogie, mais quand on défend la liberté de la liturgie traditionnelle, bon, c'est très bien, mais il faut quand même toujours dire que c'est la liberté de l'Église que nous défendons et que nous la défendons contre une tyrannie qui veut enlever cette Alors, attendez, liberté. comment vous défendez la liberté de Je veux l'Église dire à l'intérieur de que- l'Église? Quand en temps normal, je ne devrais pas défendre la liberté de la liturgie traditionnelle parce qu'elle devrait être reconnue comme telle. Enfin, c'est la liberté de l'Église. C'est l'autre liturgie qui va contre cette liberté. C'est celle-là qui devrait être mise de côté. Vous entendez ce que je veux dire? J'entends, je ne suis pas sûr que tout le monde... Donc, parmi ceux qui je nous pense qu'il faut écoutent toujours comprennent. préciser quand on insiste sur la nécessité de la liberté, dans quel cadre on le fait. Oui, bien sûr, mais dans le cadre religieux, parce qu'on défend la liberté de l'Église. Oui, dans le cadre politique, au sens le plus large du terme, parce qu'on défend la vraie liberté. Des réactions? Ah, ça vous laisse... Non, à chaque fois, il y a l'idée de la liberté est nécessaire à l'exercice de ses talents. Et après tout, voilà, l'intérêt général et le bien commun, c'est ça, c'est permettre à chacun de réaliser ses talents de manière ordonnée dans la société à laquelle il appartient. Et donc, si c'est une société qui n'est faite que de contraintes, évidemment, ça ne sert à rien. La liberté d'expression doit être à chaque fois soumise à l'examen de ce qu'elle produit. Si je laisse quelqu'un répandre des discours pervers, évidemment, il est légitime qu'on régule cette liberté d'expression et qu'on lui dise non, finalement, défendre l'euthanasie des nouveau-nés au profit d'un élevage gastronomique ne nous paraît pas particulièrement pertinent et donc nous vous interdisons de dire des horreurs pareilles. Voilà. Mais le problème, évidemment, c'est le fait que le champ de ce qui est interdit est considérable et le champ de ce qui est permis est tout aussi considérable. Donc on peut dire absolument n'importe quoi et il y a des ouvrages, des chansons, des discours, des œuvres intellectuelles et des discours politiques qui sont tenus, et scientifiques sont capables d'aller à peu près tout, enfin n'importe où. Voilà, sens, oui. Ces médecins qui défendent ce qu'on appelle l'avortement post-natal, voilà, donc me paraissent effectivement préjudiciables, et que à côté de ça, effectivement, le simple fait d'affirmer la foi catholique, et Guillaume de Thuroy le sait mieux que moi, est justiciable devant les tribunaux parce que on considère que quelqu'un qui affirme un dogme est en soi une menace pour toute la société, quand bien même Guillaume de Thuroy, il suffit de le voir, est un être bon et doux, et qu'il n'a jamais été prouvé qu'à cause de lui, des gens sont morts. En gros, c'est pas un terroriste, c'est ce que vous voulez dire. C'est pas un terroriste. Non, mais Rousseau a très bien défini il n'y a de la place dans la société du contrat social que pour ceux qui admettent la religion civile, et je reconnais volontiers que je ne l'admets pas. Donc, vous contrevenez à la religion civile, en fait. Pas sur tout, évidemment, mais typiquement, je ne crois pas que ça soit absolument indispensable à la survie de la société qu'on ait la constitutionnalisation de l'avortement. Je reconnais que c'est un peu attentatoire à la religion civile. Monsieur l'abbé, vous vouliez dire un mot? Cette religion civile, c'est justement ce qui a réduit excessivement
nos libertés. Les libertés, c'est plus important que ça, mais je crois que c'est insuffisant de dire que la liberté s'étend autant que la vérité. Je pense que ça, c'est pas vrai. La liberté s'étend plus que la vérité. Parce que la vérité, vous ne pouvez pas la faire valoir à tous. Et c'est comme ça que saint Thomas d'Aquin, dans son... C'est compliqué, hein. Oui. Saint Thomas... C'est la leçon de tolérance que vous avez. Oui, voilà. Ah oui, c'est autre chose. Mais expliquez quand même, parce saint que... Thomas d'Aquin, dans son traité du droit, dit « La loi humaine ne peut pas tout contraindre, Oui. mais seulement ces mots qui peuvent perturber l'état tranquille de la cité. » Donc, saint Thomas d'Aquin prend comme norme de la critique et de l'état tranquille de la cité. Au nom de l'état tranquille de la cité, on peut mettre hors la loi peut-être même une vérité qui sera dite, qui serait dite de telle façon qu'elle vienne troubler cet état tranquille. Et inversement, on peut laisser la libre discussion des erreurs parce qu'elles ne contreviennent pas à l'ordre tranquille de la vérité. Typiquement, dans les universités, on laissait très facilement les erreurs se répandre, simplement parce que ça fait partie de la vie de l'université de débattre. Et typiquement, saint Thomas débat des erreurs, d'ailleurs, c'est sa méthode. Avec les principes de tolérance, c'est-à-dire qu'on tolère le mal. Et alors, la tolérance, moi, je trouve que c'est un très beau mot, contrairement à ce que dit M. Claudel. Parce que c'est un mot qui indique bien nos limites humaines et les limites de l'ordre politique. Rêver à un ordre politique qui soit un absolu, c'est la tentation moderne, ça d'ailleurs. C'est pas possible. Et voilà, nous catholiques, nous pouvons rêver à une chrétienté absolue. Mais la plupart du temps, ce sont les modernes qui rêvent à cet absolu politique qui s'appelle le fascisme, qui s'appelle le communisme ou toute autre idéologie. Je pense que le transhumanisme pourrait être un jour une idéologie revendiquant le pouvoir et limitant nos libertés. Et en fait, il faut reconnaître que la tolérance est une vertu chrétienne. Alors justement, la tolérance, puisque vous avez soulevé ce thème et ce mot, c'est un terme, vous dites que c'est une vertu chrétienne, mais c'est un terme qu'on n'entend plus aujourd'hui dans le vocabulaire chrétien. De mauvaise manière, parce que quand on pense à la tolérance aujourd'hui, on pense à la tolérance des Lumières, c'est-à-dire le fait, en effet, d'une liberté qui puisse aller contre la vérité. Oui, mais dans le discours catholique, c'est un terme qui a disparu. C'est ce que dit l'abbé Tanoirne, à savoir, oui, c'est vrai, ça a disparu. Ça a disparu parce que l'Église catholique, enfin du moins les hommes d'Église catholique, ont adopté les principes même de la liberté moderne, avec Dignitatis Humanae. On a remplacé la liberté, la tolérance, par la liberté religieuse. C'est exactement ce qui s'est passé au Concile Vatican II. Mais la tolérance, c'est en effet question prudentielle. On va laisser le mal se dire ou se faire dans la mesure où on estime, pour un certain temps généralement, que le fait de le réprimer risque de causer un plus grand mal. C'est la parabole de l'ivraie du bon grain, exactement, qui est dans l'Évangile. Donc cette théorie de la tolérance est évangélique. Oui, voilà, mais c'est comme le terme l'indique, une tolérance. C'est-à-dire que ce n'est pas absolu. On accepte un mal. Et on sait que c'est un mal. Et on sait que c'est un mal. Vous le savez, mais tout le monde ne le sait pas. Certes, dans la mais société. Celui qui tolère. Celui qui tolère. On en revient toujours à l'autorité. L'autorité religieuse ou civile qui tolère, c'est que c'est un mal. Et elle le fait. Alors c'est pour ça qu'on n'est pas exactement ici, dans le cadre d'une tolérance. Mais enfin bon. Et on peut faire cesser cette tolérance, ou bien au contraire l'agrandir, enfin, que sais-je. Il n'en reste que le mal reste le mal. Et de soi, il n'a pas droit de citer, on va dire, le mal. De soi. De soi, moi je pense que le mal est partout présent, oui, et que imaginer un monde
où le mal ne serait interdit, Mais c'est c'est les effets du mal, en fait. oui, Le mal, oui, métaphysiquement, il est présent. bien, je suis bien d'accord. La parabole de l'ivraie du bon grain. Et je sais bien que c'est à la fin que sera partagé l'ivraie du bon grain, que l'ivraie sera liée en botte et jetée au feu. c'est la fin du monde. Certes, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'ivraie soit pas ivraie, et que le mal soit pas mal, et qu'il est droit, l'ivraie, d'être cultivé au milieu. Il est là. Non, mais ça veut dire qu'on peut confondre le bien et le mal jusqu'à la fin du monde. Le Christ nous l'a souligné dans cette parabole, de peur que vous ne confondiez dans la répression, absolument. Oui. Dans la répression. Ouais, de peur que vous arrachiez le bon gain avec l'ivraie. Et puis que le plus grand mal se fasse de ce point de vue-là, qu'en effet la tranquillité de l'État soit mise en... Oui, pardon, je vous ai interrompu, mais je ne voudrais pas qu'on perde ceux qui nous regardent à force de filer si je puis dire. Du bon grain et de l'ivraie, elle Les est tout à fait juste. Mais dans ce que oui, ça c'est clair. Non, elle est tout à fait juste parce que dans ce que vous disiez, Monsieur l'abbé, il y a aussi cette espèce d'inversion des valeurs, et on va en revenir, ce qui va peut-être rassurer tout le monde au pape François, facile. Du synode sur la synodalité avec le péché de la doctrine jeté comme une pierre. C'est-à-dire, effectivement, il y a quelqu'un qui tolère un mal au nom d'une vérité qui est assurée, et là maintenant on nous dit que le fait d'affirmer une vérité est en fait produire un mal. Et donc là, c'est ce basculement qui est absolument stupéfiant, où aujourd'hui on nous dit, en fait, la véritable personne intolérante, ce n'est pas celle qui admet que l'erreur puisse se répandre, parce qu'effectivement, prudentiellement, il faut éviter d'arracher le bon grain en croyant en arracher que l'ivraie, c'est dire qu'il y a une vérité, dire qu'il y a une différence essentielle entre le bon grain et l'ivraie, c'est essentialiser les choses, et donc c'est ne pas reconnaître l'infinie dignité de l'ivraie et la pluralité des possibles qu'il porte. Et donc là, on dit zut, effectivement, et donc les 7 péchés synodaux vous tombent sur le rable. Et donc, d'une manière générale, dès que vous avez une pensée qui juge que la vérité existe, même que on se retrouve là, rangé dans le camp des intolérants. Et donc, il y a cette nouvelle intolérance qui est le fait d'avoir une opinion précise. Et cette nouvelle tolérance qui consiste à expliquer qu'il ne faut n'avoir aucune opinion. En revanche, qu'il y a une opinion qui est absolument sainte, c'est que précisément le fait que tout doit être absolument relatif. Et c'est en ça que la liberté d'expression devient une espèce de problème inextricable. Voilà, parce que on aimerait bien dire, bien sûr, discutons de tout, et à un moment donné, mettons-nous d'accord. Et non, le simple fait que la discussion puisse s'arrêter, et donc et non pas s'arrêter dans un état marécageux, mais s'arrêter à un état solide, est une offense faite à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'état solide auquel on est arrivé. En fait, c'est l'interdiction de conclure. Oui, exactement. En fait, nous sommes dans un monde perpétuellement fluide et changeant, et donc ceux qui affirment qu'il y a quelque part une base stable, qu'il y a quelque part une fin, qu'il y a quelque part un paradis, qu'il y a une fin du monde, que le monde est orienté vers cette fin, et donc sont des empêcheurs de danser en rond, quoi. Et donc ceux-là, raka, comme dirait l'Évangile, et eux seront jetés effectivement, mais dès aujourd'hui, dans les ténèbres extérieures de l'absence des réseaux sociaux, où sont les pleurs et les grincements de dents. Très intéressant. En vous écoutant, je pensais à Chesterton, en fait, parce que dans Orthodoxie, il y a un livre qu'il publie en 1908, c'est exactement ce qu'il dénonce déjà. Et même dans Hérétique en 1905, en fait. C'est-à-dire que le seul dogme qui existe, c'est le dogme de l'absence de dogme. Et le reste n'a pas de réalité, n'a pas de possibilité. Quoi. Il dit, un jour, on se battra pour prouver que les arbres portent des feuilles. Voilà, c'est ça. Mais voilà, est-ce qu'on n'y est pas aujourd'hui, en fait ? Si, on y est complètement. Quand vous nous avez proposé ce thème de la liberté d'expression, il y avait aussi l'idée de se dire, est-ce qu'il fut un temps où on disait n'importe quoi ? Oui, bien sûr. En fait, et c'est ça qui était... C'était des temps qui étaient quand même un peu plus aimables. Voilà, on pouvait écrire sous la chrétienté des contes satiriques avec des moines lubriques et des papes en enfer. Oui, mais enfin, il y a aussi eu quelques bûchers sur lesquels on a fait griller quelques personnes parce qu'ils s'étaient exprimés. Je suis d'accord. Voilà, mais ah oui, donc c'est pas si simple quand même. Non, mais c'est-à-dire en fait, on prétend aujourd'hui nous imposer une définition de la liberté d'expression qui en fait est extrêmement contingente. Voilà, et qui, comme d'habitude, la liberté d'expression
de Vance contredit la liberté d'expression de Thierry Breton. Et quand vous parlez à un communiste roumain du nationalisme, il ne comprend même pas que ce soit un sujet politique. Il est évident qu'un communiste roumain est nationaliste, parce qu'être nationaliste, c'est normal pour un Roumain. Voilà. Alors que si vous êtes nationaliste en France, c'est bien, vous êtes effectivement assimilé à la bête immonde, ou en tout cas, c'est rejeton. Donc on a en France une manière d'absolutiser le moment précis qui est absolument stupéfiante, sous prétexte d'universalisme et sous prétexte au contraire de libérer la parole. On finit par tout concentrer, tout moraliser, surtout, ce qui est absolument odieux. Tout devient un péché, et un péché immédiat, et un péché grave. Le simple fait d'imaginer que peut-être un homme et une femme ne sont pas absolument identiques en tout point est déjà une offense faite au féminisme, et donc c'est déjà un péché, et donc c'est déjà un viol, et donc c'est déjà un féminicide, et donc c'est déjà un crime. Ouais, voilà, donc c'est compliqué. Ça pourrait être la conclusion, mais nous n'avons pas fini. Je crois qu'on peut parler du terrorisme intellectuel. C'est donc Jean Sévilla qui a pensé ce concept et qui en pense aujourd'hui les habits neufs dans un livre qui vient de publier, oui, effectivement. Le problème de notre société, c'est qu'elle est en proie à un terrorisme intellectuel, terrorisme donc qui est de nature intellectuelle. Oui. Il faut bien, parce que le mot terrorisme peut faire peur. Il ne s'agit pas de dire que notre société est partout victime du terrorisme. Pas encore. Je pense qu'on est quand même capable encore de déjouer un certain nombre de prévisions d'attentats et de mener cette guerre contre le terrorisme vrai. Mais il y a le terrorisme intellectuel aussi. Qui est un terrorisme vrai quand même. Qui est un terrorisme qui s'en prend à l'esprit. Oui, à l'esprit, oui. Et qui terrorise les esprits. Et les empêche d'avoir un jugement sain sur les choses. Je pense que c'est ce terrorisme intellectuel qui doit être... avec lequel on doit en finir, qui a montré son caractère unilatéral, son caractère... Mais qui trouve ses racines où, justement? C'est ce que j'allais répondre à la Beta Nerd, c'est qu'effectivement, moi je pense qu'il faut en finir avec le terrorisme intellectuel, mais ça veut dire en finir avec le système que nous supportons depuis 200 ans, qui est un système de terrorisme. À l'origine, le terrorisme, c'est pas des musulmans qui posent des bombes en France. À l'origine, le terrorisme, c'est le règne de la vertu imposé par la terreur. Et le règne de la vertu a pour comme contraire la diabolisation. C'est ça. Et donc, en fait, pour moi, le vrai problème de la modernité politique, de Rousseau en particulier, c'est cette incapacité absolue à faire la différence entre un crime et un péché. C'est comme on est rentré dans une logique religieuse, on a transformé la logique politique en logique religieuse. Forcément, si vous n'êtes pas d'accord avec votre gouvernant, c'est soit que vous êtes fou, et c'est pour ça qu'on met les dissidents en hôpital psychiatrique, soit, et les deux ne sont pas incompatibles, soit que vous êtes un pécheur public et il faut vous appliquer des punitions des pécheurs publics. Sauf que c'est pas forcément le cas. Moi, je comprends très bien qu'il y ait des limites à la liberté d'expression si ces limites ne sont pas religieuses, détournées en quelque sorte. La liberté de l'État aujourd'hui est une liberté religieuse. C'est ça. Et c'est ce qui la rend extrêmement perverse. Je pense qu'il faudrait quand même préciser pour ceux qui nous regardent ce que vous entendez exactement par en fait pour moi religieux quoi. Pour moi le mal fondamental, le mal de notre modernité vient essentiellement de Rousseau. Enfin pour moi Rousseau est le génie qui a évidemment d'autres pensées comme lui, mais c'est le génie qu'il a écrit très clairement et très brillamment par ailleurs. Mais l'idée c'est qu'il faut en finir avec cette distinction absurde entre spirituel et temporel. Et pour moi c'est un des trucs les plus fascinants du monde moderne, c'est que tout le monde est persuadé que c'est la Révolution qui nous a appris la distinction entre spirituel et temporel, ce qui est évidemment historiquement absurde, mais par ailleurs le monde moderne s'est construit sur le refus de cette distinction, et il dit donc Jésus-Christ a mis ce schisme dans les peuples chrétiens, Mahomet vint et son gouvernement fut bon parce qu'il était uni.
les deux pouvoirs étaient unis. Et donc l'objectif de la modernité, c'est de fusionner le spirituel et le temporel, c'est-à-dire que maintenant, un acte légal, le fait qu'un gouvernement décide une chose, s'impose à peine de péché. Et donc, c'est sacré, exactement. C'est pour ça qu'on parle des valeurs de la République, etc. Moi, la République, je suis pas spécialement républicain par ailleurs, mais j'ai pas de problème avec le système politique républicain. J'ai un problème avec cette espèce de démocratie religieuse, comme disait un célèbre Martégal. Le problème, c'est que si on m'impose de croire au dogme de la démocratie religieuse, je suis obligé de dire, c'est pas possible. Je ne peux pas. Enfin, il faut que je choisisse entre ma religion et la vôtre. Voilà, la démocratie a été est devenue une religion. La démocratie a détruit, prétendu détruire la religion, mais le réel et le surnaturel, pour le coup, revient au galop, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Et donc la démocratie est obligée de devenir religieuse. Une religion de substitution, en quelque sorte. La laïcité, c'est une monstruosité. Donc on supprime, on veut que l'État soit laïque, il ne peut pas l'être, il est forcément... À cet égard, vous seriez d'accord pour que les jeunes filles portent le voile dans les lieux publics? Pourquoi donc? Celle dont c'est la tradition. Pourquoi oui, ça peut changer, la tradition. Parce que c'est l'État qui va renverser cette perspective. Je ne vois pas l'objection. Si, la question, c'est est-ce qu'on est d'accord avec le fait que l'État a le droit de s'en prendre aux signes religieux ostentatoires parce qu'ils sont d'origine musulmane. En soi, oui, mais on n'est plus dans l'État, pas le machin. Est-ce que je veux dire, oui, on n'est pas on peut pas discuter de ces choses-là dans l'état actuel. Parce qu'elles sont complètement... Oui, l'État en effet devrait aussi faire en sorte que les femmes et les filles soient correctes dans un certain nombre de lieux. Il faudrait interdire... bref, on part de ce débat, mais... mais justement, les femmes voilées sont très correctes. Oui, c'est vrai. De fait, c'est vrai. Non, parce qu'en fait, vous avez mis en cause la laïcité. Oui. Et aujourd'hui, pour revenir un peu sur oui, vous êtes parti, d'accord. La laïcité est perçue comme la protection de la liberté d'expression. Oui. Là, vous la présentez comme une agression. Je parle de la modernité politique. Moi, je ne parlais pas spécialement de la laïcité, mais de fait, c'est la laïcité au sens de la religion d'État. Voilà, c'est ça. Alors que, non, mais beaucoup de gens que nous côtoyons et peut-être de nos amis défendent ce principe de la liberté d'expression, justement, au nom de laïcité, qui devrait, en soi, si elle était, j'essaie de reprendre leur terme, logique avec elle-même, reconnaître toute forme d'expression, justement. La laïcité à la française prétend bannir de l'espace public la religion, quelle qu'elle soit. Catholique, musulmane, juive, hindouiste. Et donc, en soi, c'est une violence. C'est une haine, même. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Elle prétend bannir la religion, quelle qu'elle soit, des institutions politiques. Non, même de l'espace public. On n'a pas le droit de se promener dans la rue. Voilà, donc c'est même pas une question d'institution. Les religieuses se promènent dans la rue en habit de religieuse. Pour le moment. Donc, mais d'abord, il fut un temps, on leur interdisait de porter aux uns la soutane, aux autres l'habit. Dans une commune des alentours de Paris, l'arrêté municipal interdisant la soutane n'a jamais été levé. Je ne me souviens plus de quel. Voilà. Ne rappelez pas le nom de la commune, parce que le maire a peut-être oublié lui aussi. La prochaine fois qu'on organise une manifestation, on sait où ce sera. Et on a là, effectivement, une liberté d'expression. On promeut la laïcité comme étant la garante de la liberté d'expression, alors que fondamentalement, la laïcité est en permanence instrumentalisée contre une ou plusieurs religions. Alors, en tant que catholique, on est énervé quand elle est instrumentalisée contre nous. On a parfaitement le droit de considérer que
une jeune fille musulmane qui a envie d'exhiber sa piété peut exhiber sa piété, voilà. Alors évidemment, il y a manière et manière. Je veux dire, le fait de se retrouver avec quelqu'un déguisé en Belphégor. Oui, mais il y a manière et manière. peut- Qui détermine Vous avez raison, mais la mesure de la manière et la manière? Eh ben, voilà, ben c'est pour ça que ces choses-là ne se tranchent pas en disant que les valeurs de la République exigent que ceci ou que cela, et avec Jean Castex, Premier ministre à l'époque, qui nous explique que le nombril des jeunes filles contredit la pudeur républicaine. Je le cite. Voilà. C'est pas mal. Pudeur républicaine, oui, le concept est très intéressant. Voilà, donc plutôt que d'expliquer qu'il Parce fallait que là, que les il fait allusion à ces jeunes filles qui se promènent le nombril à l'air. Exactement. Et donc il a parlé de pudeur républicaine, ce qui a un peu surpris tout le monde. Enfin voilà. Et donc lui-même. Probablement une allusion à la fête à Notre-Dame là, avec la Marianne des Poitraillers. Voilà, je sais pas ce qu'il a. Non, en l'occurrence, c'était les filles qui se baladent en petit bustier, en crop top, comme on dit dans les magazines. Et voilà. Les journalistes ont des pénibles devoirs d'information. Voilà. Notamment celui de lire la presse féminine. Et donc, pour reprendre ce que disait Monsieur l'abbé, de Tanoirne, le fait que les filles musulmanes aient le droit de se balader en hijab, bah, oui, très bien. Je veux dire, parce que à force de vouloir supprimer tous les signes visibles de la religion, on va se retrouver avec les églises sans croix, etc. Vous avez remarqué que dans le métro de Paris, tous les monuments religieux n'ont plus de croix dans les plaques publicitaires qui annoncent que vous allez aux Invalides. Vous allez aux Invalides, le dôme des Invalides est représenté avec un luxe de détail inouï, sauf la croix de 6 mètres qu'il domine. Les plans des métros n'ont plus de symbole pour désigner une synagogue, un temple protestant, une église catholique. Il y a une espèce de symbole foireux qui signifie que c'est un lieu spirituel. Les Jeux Olympiques aussi ont supprimé la croix. Voilà. Donc on est en train de traquer la chose. Un ami vient de publier une bande dessinée sur un tremblement de terre au 19e siècle en Provence. Et le conseiller scientifique de l'album pensait qu'il serait bon que, d'abord, qu'on ne représente pas l'église en train de s'écrouler, quand bien même elle s'était historiquement écroulée, et que si on tenait absolument à représenter l'église en train de s'écrouler, on pourrait peut-être supprimer la croix qui dominait le clocher. Qui se serait écroulé avant, en fait. Voilà, mais qui n'aurait jamais existé. Enfin, et donc, il y a un effacement. Voilà. Donc, en tant que catholique, on est très énervé. On peut comprendre que les musulmans jugent que cette laïcité à la française contredit en fait quelque chose qui est essentiel et que les Français ne comprennent pas quand ils appartiennent au système rousseauiste, que la religion fait partie intégrante de l'expression et de la libre expression et de la vie, tout simplement. Et que imaginer un homme qui ne soit pas religieux, c'est imaginer un homme mutilé. Donc, autrement dit, c'est un vrai projet révolutionnaire et utopique. Mais de fait... Allez-y. Le roman de Houellebecq, Soumission, il y a une espèce d'accord tacite entre les musulmans et les catholiques pratiquants, justement parce que la morale est enfin respectée sous un gouvernement musulman. Mais c'est une. Mais je vais dans l'autre sens. Je ne suis pas sûr que la morale soit respectée dans un gouvernement musulman. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a pas dans un roman de Houellebecq, une pudeur, par exemple, des femmes que cette morale est respectée. Et cette pudeur des femmes est considérée par Houellebecq comme, au contraire, l'ouverture à tous les vices possibles de la part de l'homme. Ce à quoi il a raison, oui. C'est une réduction de ce qu'est la loi morale. Et vous parlez de la laïcité à la française, qui va jusqu'à ce que vous dites, qui est en effet insupportable. Mais c'est la laïcité en tant que telle qui est insupportable. Et il faut quand même se souvenir que les principes même de la loi naturelle veulent que la cité, l'État, soit religieux. Autant que faire se peut de la bonne religion lorsque... Oui, mais quand il y a une multiplicité religieuse contre laquelle on ne peut pas revenir... Alors on est dans le domaine de la tolérance, mais ça n'est pas quand même là en l'espèce... Mais la politique est le domaine propre de la tolérance. Oui, mais là, vous parlez d'un État. Il n'y a pas de politique sans tolérance. Qui est de soi un État religieux, qui ne peut pas être autre chose. Et qui, lorsqu'il ne l'est pas, est dans un état, dans une situation monstrueuse au sens exact du terme. Ça ne peut pas être. Moi, il me semble qu'il faut donner raison à Guillaume de Thieulois quand il dit que tout est dans Rousseau
Et Oui, que Rousseau, c'est la religion de la politique. Oui, tout à fait. Mais je suis bien d'accord, Et totalement. Ça, c'est pas possible. Oui, tout à fait. La politique n'est pas une religion. N'est pas une religion. Mais la politique doit être religieuse. Tout en restant politique. Elle peut. Ça dépend des sociétés. Ça dépend des sociétés. Oui, bien sûr, il y a des sociétés baptisées. Dans une d'autres qui ne le sont société pas, mais du point de vue naturel, Alors, elle doit rendre culte à Dieu. Nous sommes bien d'accord. Oui. 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 Mais si le Dieu auquel elle rend un culte Au moins du point de vue naturel, elle doit rendre n'est culte à pas. Dieu. Bon, il sera parfait. Je vous propose que éventuellement on poursuive ce débat dans un autre cadre ou dans une autre émission, pourquoi pas. Là, je vais vous soumettre quand même, pour terminer, un petit exercice pratique, et peut-être pas très facile, parce que je ne vous ai pas prévenus les uns les autres. C'est quelles sont une préconisation pratique aujourd'hui en faveur de la liberté d'expression. Supprimer l'ARCOM. Voilà, Richard, l'ARCOM, vous rappelez très vite ce que c'est. C'est l'autorité de régulation de tout ce qui est communication, radiodiffusée, télédiffusée, etc. Moi, j'ajouterais l'abrogation de la loi Pleven et successive. Il y avait encore une fois une loi de la presse avant. Donc retour à la loi de 1881 qui avait des défauts, mais qui au moins laissait la possibilité au débat. Monsieur l'abbé. L'abolition des décisions prises au nom du respect de la laïcité, d'une laïcité révolutionnaire. Oui, le programme de tous est tellement fort déjà que je voudrais réajouter, je me joindrai à vos propositions, bien sûr. C'est un peu une façon de botter en touche, monsieur l'abbé. Enfin, merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, j'espère, en tous les cas, que nous aurons la liberté de nous exprimer encore une nouvelle fois. Même si un certain nombre de nos propos, je pense à la liberté qu'il y a sur ce plateau de s'exprimer sur l'Église, auraient grandement choqué nos parents et nos grands-parents. Notamment quand on parle avec une certaine liberté des décisions pontificales, etc. Voilà. Donc merci beaucoup en tous les cas de vos lumières, qui ne sont pas celles de la philosophie, quoique on les a frôlées là. On n'était pas loin. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.